Bismillahirrahmanirrahim. Cette partie du cours donc, concerne les circuits magnétiques. Bon, elle correspond aux pages de votre polycopier de 41, de la page 41 à la page 46. Bon, tout d'abord, donc un électroaimant donc, est un dispositif constitué d'un noyau ferromagnétique, c'est-à-dire d'un matériau ferromagnétique, donc on a placé dans à l'intérieur d'un bobinage. Donc à l'intérieur d'un bobinage, donc bobinage crée un champ magnétique donc à l'intérieur. Donc le passage du courant électrique dans le bobinage entraîne la création du champ magnétique, dont l'intensité dépend de l'intensité du courant électrique. Donc ça c'est disons deux types donc qu'on a de bobinage possible, donc celui du solénoïde infini ou celui du Thor qu'on a traité dans les parties antérieures. Bon, donc si le noyau ferromagnétique, c'est-à-dire le milieu ferromagnétique a la forme d'un circuit, c'est-à-dire donc il est fermé, alors on dit que j'en ai un circuit magnétique par correspondance ou par analogie avec les circuits électriques. D'accord? Ce qu'on va voir donc par la suite. Ce qui est important, c'est que les lignes de champ, d'accord? Donc les lignes de champ restent à l'intérieur du noyau, du noyau ferromagnétique et vont constituer donc un tube de champ. Regardons d'abord donc l'analogie entre donc l'analogie électrique et magnétique. Donc dans la figure suivante, donc on a pris donc une portion d'un fil électrique, d'un matériau magnétique, donc d'un matériau magnétique, où règne à l'intérieur donc un champ magnétique. Et là dans cette figure là, donc on a pris un fil électrique, donc de section S, de même ici de section S, donc où règne à l'intérieur un champ électrique. Bon, si on regarde la circulation de H sur la longueur L. Donc j'ai pris donc une portion de longueur L. Donc la circulation de H, d'accord, donc s'écrit H que multiplie L. Donc bien sûr, donc si H est constant, d'accord, à l'intérieur d'un solénoïde ou à l'intérieur d'un torse, qui est le cas. D'accord. Je vous fais remarquer depuis maintenant, parce qu'on c'est ce qu'on va utiliser par la suite. Donc on se place donc dans une portion où l'excitation magnétique elle est constante. Donc ça fait H que multiplie L. De même, donc on va définir le flux. Le flux phi, c'est B que multiplie S. D'accord. Donc B scalaire S. Donc B, supposé il est constant, donc c'est ce qu'on va se placer dans ces cas-là. Donc le flux c'est B que multiplie S, donc B il est égal à phi sur la surface. Donc l'excitation magnétique qui est par définition B sur mu, puisque B c'est mu que multiplie H, donc c'est B sur mu. Donc si je remplace B par son expression le flux divisé par S, on a bien H qui s'écrit le flux divisé par la perméabilité magnétique S. Donc la circulation qu'on a notée delta UM, donc delta UM, qui est égale à L que multiplie H, donc L, et on remplace H par son expression, donc ça donne L phi mu sur S. D'accord? Donc le terme qui est là, L mu sur S, on le note grand R. Cette relation nous fait penser à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm qui est en électrique, qui est la circulation de E sur la longueur L qui n'est autre que la DDP, donc qui est U. Donc la DDP, elle est égale à R que multiplie I. D'accord? Donc cette relation delta U M est égale à R que multiplie phi.
Donc on va l'appeler, on l'appelle des fois donc la loi d'Ohm magnétique par analogie, d'accord, par analogie avec la loi d'Ohm électrique qui s'écrit delta U égale à RU. Bien sûr, vous savez que R c'est la résistance qui est ρ L sur S. Donc on peut dire que par analogie, la circulation du champ électrique qui n'est autre que la DDP, d'accord, c'est la circulation de H, d'accord. Donc la circulation de H, c'est, disons, une différence de potentiel magnétique. Donc ça, c'est une différence de potentiel électrique, et ça va être une différence de potentiel magnétique. Pour calculer la différence de potentiel électrique, on sait que c'est la circulation du champ électrique E, et pour calculer la différence de potentiel magnétique, hein, différence potentielle magnétique, donc je vais faire revoir donc la relation, hein, donc la relation, ça va être, hein, donc ça va être la circulation de, hein, comme vous voyez ici donc dans cette relation, donc là ce qu'on va appeler la différence delta UM, qui est la différence de potentiel, différence de potentiel magnétique par analogie, hein, donc je le répète encore une fois, et la circulation de H, d'accord. Donc on a l'équivalence entre la DDP, la différence de potentiel électrique, et la différence de potentiel magnétique. De même, le terme qui est là, donc ce qu'on va appeler la réluctance, d'accord, R, on va l'appeler la réluctance magnétique, d'accord, de la portion du circuit magnétique, est équivalent, puisque j'ai dans la relation d'Ohm, delta U est égal à RI, donc le delta U, E, qui est la différence potentielle électrique, est équivalente à la différence de potentiel magnétique. Le R, qui est là, qui est la résistance, sont équivalents pour les circuits magnétiques, c'est grand R, qui est noté ici, et qui est la réluctance, d'accord. Donc la réluctance, ça, c'est pour la portion de longueur ici, donc elle est égale à L mu divisé par S. Et le troisième terme ici dans la relation d'Ohm électrique, donc RI, donc le I, donc c'est le courant. Je vous rappelle que le courant, c'est le flux du vecteur densité de courant, J, d'accord, est équivalent à phi, d'accord, qui est le flux. Lui-même aussi, c'est un flux. Donc, I est un flux. I, le courant, est le flux de J. Et phi, c'est le flux de B, d'accord, du champ magnétique. Maintenant, regardons ce qui se passe dans un circuit magnétique. On a vu dans une portion de circuit magnétique. Maintenant, regardons ce qui se passe dans le circuit magnétique globalement. Donc, je vais prendre un circuit homogène, d'accord. Donc un circuit homogène, donc un circuit, donc j'ai pris un matériau magnétique constitué d'un seul milieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est homogène, de perméabilité mu, de longueur moyenne L, de rayon moyen R et de section S. Donc je vous montre sur la figure. Donc le circuit, donc c'est un circuit qui doit être, le milieu ferromagnétique doit être fermé, d'accord. Donc les lignes de champ restent à l'intérieur du ferromagnétique, comme on l'a précisé tout à l'heure, et le circuit est fermé. Donc il est de rayon R, donc c'est un circuit ici, donc c'est un circuit torique, donc c'est un tor, d'accord. De section S, hein, la section qui est là, j'ai représenté donc, on a représenté donc une section qui est disons circulaire, hein, donc la section c'est un disque, mais ça peut être aussi donc une section rectangulaire, comme on l'avait précisé dans des exercices précédents, ou précédemment dans les TP éventuellement, on avait la section qui était rectangulaire. Donc le circuit qui est là, il est homogène parce qu'il est formé d'un seul matériau de perméabilité. Bien. Donc l'analogie entre le circuit magnétique, donc qui est là, et on a un bobinage, on le place dans un bobinage, d'accord,
hein, donc dans un solénoïde, si vous voulez, donc dans un ballon, dans un bobinage formé de inspire, et j'ai un courant I qui parcourt le circuit, comment dire, le circuit dans ce sens. Hein. Donc, vous voyez ici dans ce schéma. Donc, je vous précise une chose, c'est que le sens du flux que vous voyez là, donc le sens du flux, il est donné en fait par le sens de B. Hein. Donc, B qui est dans ce sens, d'accord? Hein, donc B qui est dans le I plutôt, hein, donc le courant I qui est parcouru dans ce sens, ça veut dire que B est dans le sens qui est précisé ici donc par la flèche, donc c'est aussi le sens du flux, d'accord? Donc le sens de phi est donné par le sens de I après avoir déterminé le sens du champ magnétique. Bon, maintenant, ce circuit magnétique, il a son équivalent en électrique. Donc, en électrique, c'est quoi? Bon, là, j'ai quoi? J'ai quoi? Comment dire? Donc, H, il est à l'intérieur du bobinage, donc on calcule H. Donc, j'ai une différence de potentiel magnétique. Donc, l'équivalent ici, c'est une différence de potentiel électrique. D'accord? Donc, avec une résistance. Donc, je vais avoir ici une réluctance et ici le circuit d'ensemble une résistance. Donc, c'est une DDP branchée sur une résistance avec un courant qui parcourt la résistance. Bien, donc si on applique le théorème d'Ampère sur le contour moyen, on a pris le contour moyen, d'accord, ça va être, disons, la circulation de H. Hein, donc la circulation de H. Delta UM, on l'a appelé la force magnétomotrice, d'accord, par analogie avec la delta E en électrique, delta UE, qui est la force électromotrice, d'accord. Donc delta UM, c'est la circulation de H. H est, constant, ici sur le contour C, donc c'est H que multiplie L, et L, on a dit que c'est la longueur, donc c'est le périmètre de ce contour-là, donc H que multiplie L. Donc ça va être, en remplaçant H par son expression, donc ça donne B que multiplie L divisé par mu. H, son expression, c'est B sur mu. D'accord? Bien, donc par conséquent, G, NI qui est delta UM, hein, donc delta UM, on l'a trouvé tout à l'heure, donc est égal à L mu sur S que multiplie phi, d'accord? Bien, donc j'ai le flux c'est B que multiplie S, donc B c'est phi sur S, d'accord? Donc on remplace B ici par le flux divisé par S, donc on obtient la relation de tout à l'heure, donc qui est la FMM, la force magnétomotrice, qui va s'écrire donc L mu divisé par S, donc qui est là, et puis le phi qui est là, il est là, d'accord? Donc le terme L sur mu S, qui est la réluctance, hein, donc par analogie avec le circuit électrique, qui va être la réluctance du circuit magnétique. Bon, cette relation-là, c'est la relation ou la loi d'Hopkinson, dans la loi d'Hopkinson, qui va s'écrire, donc E, qui est la FMM, qui est égale à R, R la réluctance, que multiplie le flux à travers le circuit, avec phi en remplaçant, donc je remplace, si je remplace phi, donc ça va être E plutôt, hein, donc la force magnétomotrice c'est NI, hein, d'accord? Donc la force magnétomotrice qui est là, donc elle est égale à NI d'après le théorème d'Ampère, qui est la circulation de H à travers le circuit, à travers le contour gamma. Et par conséquent, donc on a la relation d'Hopkinson, hein, donc il faut apprendre, donc E est égal à RI, la réluctance, que multiplie le flux.
D'accord, où je vous fais rappeler encore une fois donc l'expression de la réluctance qui est la longueur moyenne du circuit divisée par la perméabilité que multiplie S. Donc bien remarquer ici que R est inversement proportionnel à la surface et aussi à la perméabilité. Donc R va être la même, donc le circuit serait homogène si disons la longueur est c'est la même, hein, donc mu la même ou mu. Si l'un de ces paramètres change, la réluctance serait différente. C'est l'exemple des circuits inhomogènes, hein, donc les circuits homogènes. Si la section ou la nature du matériau donc constitue le milieu n'est pas la même, d'accord. Donc le circuit qu'on a représenté ici, hein, c'est la section qui est le matériau est le même, on a la même perméabilité, mais remarquez ici, donc ici la section c'est S1 et là c'est la section est S2. Donc on a deux réluctances différentes. Donc ici, cette portion de longueur L1, on va avoir une réluctance correspond à une réluctance L1 sur mu S1, d'accord. Et sur celle-là, d'accord, le reste du contour, la section CS2 et une longueur qui serait L2, donc la réluctance serait L2 sur le même mu, hein, puisqu'on a le même matériau, mu sur S2. Donc la longueur a changé, mais aussi la section. Donc l'équivalent électrique de ce circuit-là, donc c'est celui-là. On va voir deux réluctances ou deux résistances ici. Si on parle d'électrique, si on parle de magnétique, donc ça va être la réluctance R1 et la réluctance R2. Bien sûr, il faut préciser que le circuit est en série. Les deux réluctances sont en série. Comment est-ce qu'on sait en électrique qu'un circuit est en série? Donc un circuit est en série si le courant électrique qui passe dans la résistance R1 est le même qui passe dans la résistance. Donc c'est le même cas ici. Donc le flux qui est passé dans cette portion, hein, le flux va être le même. Hein, donc bien qu'on a noté ici phi2, mais phi1, les lignes de champ restent les mêmes. Donc par conséquent, donc on va voir ici le flux, les deux réluctances qui vont être en série. Les réluctances donc sont en série. La réluctance, la FMM, la force magnétomotrice, donc ça va être R1 plus R2 que multiplie phi. D'accord? R1 c'est L1 sur mu S1 avec la même perméabilité, les deux ont la même perméabilité mais des longueurs différentes. Celui-là L2, R2, la réluctance R2 c'est L2 sur mu S2. D'accord? Donc on sort le mu, d'accord? Donc ça va être L1 sur S1 plus L2 sur S2, phi sur mu égale NI, on a un bobinage de N-spire parcouru par un courant I. Donc on en déduit le flux divisé par la perméabilité qui va être NI sur L1 S1 plus L2 S2. Le flux étant le même, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le flux étant le même, donc phi dans la section première section S1 c'est B1 S1 et dans la section 2 c'est B2 S2. D'accord? Donc on peut en déduire B1, donc puisque j'ai H1, hein, donc H1 c'est B1, c'est par définition B1 sur mu, et qui est, donc on remplace B1 par son expression, qui est phi, hein, donc qui est phi, hein, B1 d'après cette relation, donc B1 c'est phi divisé par S1, donc phi divisé par S1, et on divise par mu pour avoir H1, d'accord? Donc on remplace phi sur mu par son expression, on a l'expression de H1 et de l'excitation magnétique. Dans le milieu, dans la portion de longueur L2, on a noté H2, et dans la portion de longueur L1, on a noté H1. Regardons le cas d'un circuit qui serait parallèle. Donc le bobinage est toujours avec un bobinage de N-spire qui enroule
donc une portion du milieu ferromagnétique. Donc s'il il est parcouru par un courant I, donc il crée un flux, bien voir le sens de phi, hein, donc la règle du tire-bouchon, je vous rappelle, donc nous donne le sens de B, que je vous précise ici, d'accord, donc dans le sens donc vers le haut, donc le flux est dans ce sens, d'accord. Donc si je veux refaire la représentation, l'équivalent électrique, donc j'ai quoi? Donc j'ai une FMM, d'accord, donc j'ai, attends, donc j'ai une FMM qui est delta UM ou delta UE pour l'équivalent électrique, qui est égal à N que multiplie I. D'accord? Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que le flux, en arrivant là, donc à cette donc en ce point, qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir donc un flux qui est passé dans ce sens, phi 1, et un flux qui est passé dans le sens ici, dans la portion S2. Donc là, c'est comme si j'ai la loi des nœuds. D'accord? Donc la loi des nœuds qui dirait que phi, puisque phi se comporte comme le courant, l'équivalent électrique c'est le courant, donc phi ça va être donc phi 1 plus phi 2. Donc les deux portions qui sont là, ce circuit c'est un circuit parallèle, d'accord. Bon, le flux, hein, le flux c'est divisé en deux. Hein, et la FMM est la même. La FMM aux bornes est la même. Hein, vous voyez là. Donc elle est la même. Donc la réluctance R1 correspondant à cette portion du circuit est en parallèle à la réluctance dans ce circuit, ce qu'on a représenté ici. Et la loi des nœuds, comme vous voyez là, donc, qui correspond à la conservation du flux magnétique, mais c'est pas la peine. Hein, donc, bien revenir et réfléchir et faire l'analogie avec les circuits électriques. Phi se comporte comme un courant. Donc là, la loi des nœuds pour les flux magnétiques, donc phi serait phi 1 plus phi 2. D'accord? Bon, on en déduit le flux traversant la réluctance R1, c'est-à-dire ce flux-là. Par analogie, qu'est-ce qu'on a? On a un diviseur de courant. D'accord? Donc le diviseur de courant me donne le flux disons le flux, voilà. Donc le flux dans la réluctance R1, ça va être si j'avais un courant. Donc le courant qui traverserait R1, en utilisant le diviseur de courant, je dirais que c'est R2 divisé par la résistance équivalente. C'est ce que je fais ici de même. Hein. Donc le flux qui a traversé la réluctance R1, c'est la réluctance du deuxième, de la réluctance qui lui est parallèle, donc R2 divisé par la réluctance équivalente de deux réluctances qui, comment dire, divisé par la somme plutôt, hein, donc divisé par la somme R1, R2, que multiplie. Donc phi 2 serait phi 2, d'accord, donc je répète, en utilisant le diviseur de courant, donc j'ai rectifié parce qu'il y avait une petite erreur ici au niveau de phi 2, hein, donc phi 1 c'est R2, la réluctance en parallèle, divisé par la somme R1 plus R2 qui multiplie phi. Et phi 2 c'est R1, d'accord, donc R1, la réluctance en parallèle avec R2, divisé par R1 plus R2, d'accord. Et bon, le flux, bon, on peut utiliser, si je veux le flux, donc je peux l'écrire, donc phi est égal à NI, qui est la FMM, la force magnétomotrice, divisé par R équivalent ici, c'est R1 plus R2, voilà, pour remplacer, si je veux, d'accord. Donc la réluctance équivalente, j'ai deux réluctances en parallèle, donc R équivalente c'est R1 R2 divisé par R1 plus R2 avec R1 qui est L1 sur mu1 S1 et R2 qui est L2 de longueur L2, une perméabilité mu2 divisé par S2. Bon, on peut en déduire donc phi 1 comme tout à l'heure, donc B1 sur mu1 par définition, donc ça c'est la définition disons la définition
de, de l'excitation magnétique dans la réluctance, dans la portion de longueur L1, donc B1 sur mu1. On remplace B1 par phi1 divisé par S1. Et puis, phi1, je le remplace par son expression, donc R1 plus R2, R2 plus O sur R1 plus R2 que multiplie phi, divisé par mu S1. D'accord? Et on sait que H1, c'est LI, d'accord? Donc, si je continue le calcul, donc on arrive au résultat, donc NI divisé par L1, d'accord? Donc, si on veut l'exprimer, donc H1 en fonction de L1. De même ici, H2, on continue le calcul, donc c'est NI divisé par L2. Regardons l'exemple du circuit donc avec entrefer. Qu'est-ce que c'est l'entrefer? Donc on en a enlevé. Donc le circuit est formé d'un milieu magnétique et auquel on a enlevé donc une petite portion donc qui est de longueur E. D'accord? Ce que on a précisé donc ici, donc c'est un circuit formé d'un milieu et du vide. Donc si on a enlevé la matière, donc cette partie-là du vide, elle est entre deux fers. D'accord? Donc là le fer et là le fer. Donc entre les deux, c'est entrefer. Entre, c'est-à-dire entre les deux fers. Donc on appelle l'entrefer. L'entrefer, c'est E. D'accord? De longueur E. Donc la perméabilité du milieu, c'est mu, et la perméabilité du vide, c'est mu0. Donc on va noter RL, la réluctance du circuit magnétique sur toute la longueur du matériau ferromagnétique, et on va noter RE, la réluctance de l'entrefer. D'accord? Donc, bien. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une FMM, d'accord? Une FMM. Je vous montre dans ce schéma donc l'équivalent. Donc j'ai le circuit donc avec entrefer. Donc c'est qui son équivalent, donc on va le schématiser sous cette forme. Donc le schéma équivalent de mon circuit. Donc c'est schéma du circuit du circuit électrique du circuit électrique équivalent. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une FMM, donc je la représente ici, donc E. Donc la réluctance RL qu'on a noté là. Donc réluctance R indice L, donc j'ai rajouté l'indice. En série, donc avec la réluctance qu'on a notée RE, qui est celle de l'entrefer. D'accord? Tout d'abord, donc le flux, d'après le sens de circulation du courant, donc le flux est dans ce sens. Donc je le note ici, je note le sens du flux. Donc la réluctance RL et la réluctance RE sont en série puisqu'ils sont parcourus par le même courant. Ne pas oublier que j'ai ici une maille. D'accord? Donc si je regarde ce schéma d'un point de vue électrique, donc c'est une maille. Donc les DDP, les différences de potentiel magnétique, donc devant RL, donc je vais avoir la différence de potentiel magnétique qui est RL que multiplie phi. Attention, on sait que puisqu'il se comporte comme une résistance et que phi est l'équivalent d'un courant, donc cette différence de potentiel magnétique, et quand le courant passe dans ce sens, attention de bien représenter donc la flèche de celle-ci qui est dans ce sens. Là, le sens de la différence de potentiel magnétique. De même ici RE, donc la différence de potentiel magnétique, elle est dans ce sens-là, puisque le flux donc arrive dans ce sens. D'accord? Donc le I entre dans ce sens et celui lui est opposé. Bien sûr, la force magnétomotrice qui est égale à NI est dans ce sens-là, parce que c'est elle qui elle doit être dans le sens de courant. C'est le sens de la force magnétomotrice qui donne le sens du flux. D'accord? Hein? Bien, donc là, si j'écris la loi d'Hopkinson, donc elle s'écrit donc E, la force magnétique est égale à R équivalent que multiplie phi, donc ici R équivalent, les deux, le RL
j'ai rajouté ici l'indice L. Donc les deux réluctances RL et RE sont scellées. Donc R, la réluctance équivalente, c'est la somme. Pour calculer RL, donc je dois intégrer dl sur mu S sur la ligne de champ du milieu ferromagnétique. Hein. Donc de là à là. D'accord? Et de même, donc ça donne 1 sur mu 0 mu R, la longueur du ferromagnétique c'est L divisé par sa section qui est S. Pour l'entrefer, je dois intégrer dl sur mu 0 S sur disons la portion de l'entrefer. Donc la portion de l'entrefer, c'est E et non pas L, je l'ai rectifié, donc c'est E, donc la distance de l'entrefer, la longueur de l'entrefer, c'est E, donc c'est E divisé par S. D'accord? Donc RE, c'est E sur mu 0 S, et RL, c'est L sur mu 0 mu R, divisé par la section S. Qui est la même. Hein, donc pour l'entrefer et pour l'entrefer, ils ont la même section, l'entrefer et le milieu ferromagnétique. Bien, donc NI qui est la force magnétique, c'est RL que multiplie RE, puisque RL, on peut l'écrire, disons plutôt RL plus RE que multiplie. On remplace RL par son expression qui est L mu 0 mu RS. RE par son expression E sur mu 0 S. Donc par conséquent, on peut mettre le mu 0 S en facteur, hein, comme on l'a fait là. Hein, donc ça donne L sur mu R plus E en facteur de phi sur mu 0 que multiplie S. Mu 0 que multiplie S. Bien, donc phi divisé par S n'est autre que le champ magnétique. Donc qu'est-ce que je vois ici? Je vois que L est divisé par mu R. D'accord? Et mu R, c'est la perméabilité du milieu ferromagnétique. D'accord? Hein, donc mu R, donc elle est très grande, elle est très très importante, elle est très grande devant 1, elle est de l'ordre de 10,4 pour le faire par exemple. Donc L sur mu R va être très très petit devant E, on va le négliger. D'accord? Donc L sur mu R plus E n'est autre que E. Donc on va avoir E que multiplie B, E que multiplie B divisé par le mu 0 que vous voyez là, va être égal à NI. Donc c'est pratiquement égal puisqu'on a négligé E sur mu R. Donc on en déduit B en divisant en multipliant par mu 0, NI par mu 0 et en divisant par E. L'entrefer doit être, c'est une remarque, hein, donc je vous fais que l'entrefer, le petit e, hein, doit être petit pour que les lignes de champ restent à l'intérieur et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle les fuites de lignes de champ ou pertes, ce qu'on appelle aussi donc perte magnétique. Dans le cas des pertes magnétiques, le flux ça va être, c'est le flux total, hein, donc le flux qui est B que multiplie S, il est égal au flux utile qui va traverser le flux utile. C'est le flux qui traverse disons la matière magnétique. D'accord, il traverse la magnétique, donc il est utile, d'accord, il est utilisé, utile si vous voulez. Donc les fuites, c'est celles qui vont, disons, les lignes de champ qui ne vont pas être canalisées à l'intérieur de la matière au niveau de l'entrefer, d'accord. Donc ce ne sont pas des lignes qui restent à l'intérieur du milieu restent à l'intérieur du circuit, donc elles sortent. D'accord. Bon, on va définir ce qu'on appelle le coefficient d'Hopkinson, qui est le rapport du flux total divisé par le flux utile. Donc généralement, ce rapport, il est compris entre 1,05 et 1,2. D'accord. Bon, en application du cours sur les circuits magnétiques, la série 3, on a 3 exercices. Donc le premier exercice qui est extrait du contrôle de 2019. Donc je considère donc une bobine constituée par un fil conducteur
bobiné en spin jointive sur un tore circulaire. D'accord? Donc j'ai un tore donc circulaire et j'ai des spires jointives parcourues chacune par un courant L. Le rayon moyen du tore donc c'est R, donc sa circonférence donc ça va être L est égal à 2 pi R, donc le circonférence moyenne. Donc il est à section circulaire de rayon A. Donc ça veut dire que la section ici S, donc ça va être pi A au carré qui est disons la surface d'un disque. Bon, on a une symétrie qui est cylindrique, donc on va travailler en coordonnées cylindriques, et la base cylindrique on la note UR, Uθ et UZ. UZ c'est le vecteur qui est disons sur l'axe du tore, hein, d'accord, donc ici donc le vecteur UZ donc est ascendant, donc dirigé vers le haut. Le vecteur UR donc c'est un vecteur qui est dans le plan XY, c'est le vecteur ρ qui fait un angle, on va le noter θ avec EX, et le vecteur θ, donc c'est le vecteur perpendiculaire dans le plan XY et qui est perpendiculaire à ER. Bon, la première partie du problème, je suppose que l'intérieur du tore est vide. Donc j'ai le vide à l'intérieur du tore, donc j'ai une perméabilité qui est celle du vide et qui est mu0. Bien, l'axe OZ est un axe de révolution de la distribution de courant. Bon, la question, que peut-on conclure concernant le module et la direction du vecteur excitation H créé par le tore en tout point de l'espace. Donc on remarque que les plans UZ, UR, donc tous les plans UZ, UR passant par le point où on peut calculer le champ magnétique, ce sont des plans de symétrie pour la distribution de courant. Donc c'est un plan antisymétrique pour l'excitation H. D'accord? Donc H est perpendiculaire à UR et à UZ, donc il est porté par Uθ. Donc on écrit H, donc en coordonnées cylindriques R, θ et Z, donc son module c'est H de R, θ et Z, porté par Uθ. L'invariance, il y a invariance par rotation autour de ZZ', donc il est indépendant de θ. Donc on écrit H est égal à HRZ porté par Uθ. D'accord? Donc il est porté par le vecteur Uθ, il ne dépend que de R et de Z. La deuxième question, écrire le théorème d'Ampère pour le vecteur excitation H, préciser le contour convenable à choisir pour le calcul de H. Donc on sait que H est porté par Uθ, donc H est porté par Uθ, donc le contour qu'on va choisir, donc c'est un cercle de rayon R, de centre, disons le point sur l'axe ZZ', et de rayon R, et la circulation de H, le théorème d'Ampère, donc la circulation de H sur C qui est fermé, est égale à la somme des courants libres en laçant le contour C. Question 3, en supposant qu'H est indépendant de Z, on peut le démontrer, mais bon, ici dans ce problème on ne demande pas de le démontrer, donc on vous le donne en hypothèse, c'est que H est indépendant de Z et ne dépend que de R. Déterminer son expression à l'extérieur du tore, c'est-à-dire ici, hein, donc pour R supérieur à R plus A, et extérieur, donc ici aussi, lorsque petit r est inférieur à grand R moins petit r. Hein. Donc le rayon grand R, c'est le rayon moyen. D'accord, le rayon moyen. D'accord. Et donc il faut enlever petit a qui est le rayon de la spirale. Donc pour être à l'intérieur, pour être ici donc disons à l'intérieur et non pas dans la matière. D'accord. Donc on veut calculer H à l'extérieur et à l'intérieur ici, où il y a le vide, mais aussi à l'intérieur de la matière. Hein. Donc en supposant bien sûr que H est indépendant de Z. Bien,
Donc H est supposé indépendant de Z, donc j'écris H égale à HR, petit reporté par Uθ. Donc on connaît la direction, donc qui est Uθ, il suffit de calculer le module. Donc on applique le théorème d'Ampère, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la circulation de H sur le contour C, qui est un cercle de rayon R, est égale à la somme des courants enlaçants. Donc H ne dépend que de R, donc on sort AH dl en vecteur, donc c'est H qui multiplie dl, le module de H multiplie le module de dl, H ne dépend que de R, donc on le sort et il reste l'intégrale de dl sur le cercle qui est la circonférence, qui est de pi, qui est le périmètre, hein, d'accord? Donc le périmètre qui est de pi R qui multiplie H. Bon, maintenant, à l'extérieur. Donc à l'extérieur, donc il y a le, oui, exactement, donc c'est l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur du tore, donc pour Z supérieur à A, c'est-à-dire au-dessus, et en dessous, pour Z inférieur à moins A. Il n'y a pas de courant qui enlace le contour, puisque le contour il est à l'intérieur de la matière, donc le contour de longueur de rayon R. Voilà, donc là, plutôt, hein, donc je répète, donc on a pris un contour de rayon R, mais si Z est supérieur à A ou Z est inférieur à A, ce contour ne va être enlacé par aucun courant libre. Donc la somme des courants libres égale à 0 qui enlace ce contour-ci. Donc j'écris que H extérieur pour le module de Z supérieur à A, qui correspond à Z supérieur à A, et petit z inférieur à moins A, il est égal à 0. Maintenant, si je me place dans le plan Z égale à 0, hein, donc si je la somme des courants, donc c'est le courant NI moins le courant, c'est-à-dire la somme des courants enlaçants va être égale à, je vous montre ici dans le schéma. Donc si je suis dans le plan, donc ici dans le plan XY, d'accord, et que le contour il est à l'extérieur, hein, donc ici vraiment donc à l'extérieur, hein, donc c'est ça ce qu'on a vu. Donc les courants enlaçants, il y en a ceux qui sortent, donc et qui traversent le contour, c'est I pour chaque spire, donc on a N spire moins plus I, et puis le contour pour la spire, donc il y a le courant qui tourne et qui enlace encore une fois, mais dans le sens contraire, donc c'est moins I, avec N spire, donc c'est moins NI, d'accord? Ce que j'ai écrit ici, donc j'ai NI moins NI. D'accord? Donc dans le plan, pour Z égale à 0 et pour R qui serait, disons, il est à l'extérieur. Hein, donc si je suis à l'extérieur, le H serait égal à 0. Bien, à l'intérieur du tore, pour Z égale à 0, donc on est toujours dans le plan XY. Si je suis dans la matière, donc la somme des courants enlaçants, c'est NI. D'accord? Donc H intérieur, c'est NI divisé par 2pi R. Hein? Je divise par 2pi R. Donc pour T, la direction, donc je la connais, elle est égale à Uθ. Donc je peux déduire, disons, le champ magnétique extérieur serait égal à 0 et le champ magnétique intérieur à l'intérieur du tore, hein, puisqu'à l'intérieur du tore il n'y a pas de matière, donc on travaille avec mu0, donc c'est mu0 H intérieur, c'est mu0 NI sur 2pi R Uθ. Donc ça, ce B qu'on a utilisé, B intérieur, c'est le champ créé par les courants libres, hein, donc ne pas oublier, donc c'est mu0 NI sur 2pi R porté par Uθ. Je passe à la partie 2 de l'exercice 1. La partie 2, on va remplir l'intérieur du tore par un matériau ferromagnétique. D'accord? Et on réalise un entrefer. Donc j'ai un matériau ferromagnétique, on a réalisé un entrefer, c'est-à-dire qu'on a enlevé donc une partie du fer et que j'ai ici donc le vide. La longueur de l'entrefer c'est E et la longueur du circuit magnétique, c'est-à-dire de la matière du ferromagnétique, c'est noté là, donc il est égal à N.
Donc bien noté ici, donc j'ai I et j'ai le sens de parcours, le sens de parcours de I, donc me donne un flux qui est dans ce sens. Donc la question, que devient, on néglige d'abord les effets de bord sont supposés négligeables, que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le flux donc traverse l'entrefer et entre dans un circuit, et dans le circuit il n'y a pas de perte, il n'y a pas de fuite ici au niveau de l'entrefer. Donc que devient le champ magnétique en présence de la matière? Ça c'est la première question. Je reviens d'abord sur la question 4. On demande d'en déduire le champ magnétique. Donc la question 4, donc il n'y avait pas de matière. À l'extérieur, donc c'est mu0. B extérieur, c'est mu0 que multiplié H extérieur égal à 0. Et B intérieur, c'est mu0 H intérieur. Et H intérieur, c'est NI sur 2 pi R, donc multiplié mu0. Bien, donc dans la partie 2, on demande que devient le champ magnétique quand on le replie de matière. Donc à l'extérieur de la matière, B extérieur, donc serait toujours mu0 multiplié H extérieur, et H extérieur de la matière, il est égal à 0, hein, donc quel que soit Z supérieur en valeur absolue supérieure à A sur 2, c'est-à-dire au-dessus, en dessous, à l'intérieur, mais pas dans la matière, B aussi, le H il est aussi égal à 0, et si je suis dans le plan Z égal à 0, c'est-à-dire dans le plan XY, et si je suis à l'extérieur du tore, H était égal à 0, donc B aussi est égal à 0. Maintenant, à l'intérieur de la matière, donc à l'intérieur de la matière, j'ai là une perméabilité mu, donc j'écris B intérieur est égal à mu, que multiplie H intérieur, donc ça va être mu NI divisé par 2 pi R porté par U tête, Donc B intérieur, c'est mu, avec mu est égal à mu0, la perméabilité du vide, multiplié la perméabilité relative. Et puis H qui est NI sur 2 pi R qui est porté par Uθ. La deuxième question demande de définir puis de calculer les réluctances. R, c'est la RE, on est notre R et RE, respectivement du ferromagnétique et de l'entrefer. D'accord? La définition de la réluctance, donc c'est dl intégrale sur la ligne moyenne du circuit qui est dl sur mu s. La longueur du ferromagnétique c'est L moins E. L c'est la circonférence, on enlève E et on divise par. Je vous montre ici dans le schéma. L, donc c'est la circonférence de tout le contour, la ligne moyenne qui est depuis R, donc ça c'est L, donc le circuit magnétique, c'est-à-dire la partie où il y a la matière, donc ici, donc le ferromagnétique, il est de longueur L moins E, et l'entrefer, il est de longueur E. Ce qui nous donne une réluctance de la circuit magnétique, disons de la matière, c'est L moins 1, ça c'est la longueur, divisé par mu S. Et pour l'entrefer, la longueur c'est E, on est dans le, et c'est le vide, hein, donc l'entrefer est le vide, donc mu 0, de même section S. En question 3, représenter le schéma électrique équivalent du circuit magnétique. 4. Écrire la loi d'Hopkinson et en déduire le flux traversant le circuit magnétique. D'accord? Donc, les effets de bord, je vous rappelle que les effets de bord sont négligés. Donc, par conséquent, donc, je vais avoir le flux qui va traverser la matière et puis qui va traverser l'entrefer et revenir. Donc, le montage électrique. Donc le montage électrique ou le schéma du circuit électrique est l'équivalent. Donc j'ai une FMM avec une réluctance R qui correspond à la matière ferromagnétique et une réluctance RE qui correspond à l'entrefer. Et j'ai pas de fuite, donc par conséquent, donc j'ai un flux d'ailleurs. Vous voyez là donc le sens du flux. Donc j'ai un flux qui traverse la réluctance R et qui traverse la réluctance de l'entrefer, d'accord, qui revient.
Ici, donc, cette flèche représente la force électromotrice qui donne la direction du flux. D'accord? Donc, si le flux donc, traverse R dans ce sens, c'est que la différence de potentiel magnétique, R phi, est dans ce sens. D'accord? Comme pour les résistances. D'accord? Donc, le flux traverse RE dans ce sens. Donc, le sens de la flèche qui est là, qui est RE que multiplie phi, c'est la différence de potentiel magnétique aux bornes de la réluctance RE. La loi d'Hopkinson, si je vais écrire la loi d'Hopkinson, donc c'est la force électromotrice. La force électromotrice est égale à NI, est égale à R équivalent. Hein, j'ai deux résistances qui sont en série. Hein, donc deux résistances, pas de résistance, plutôt les deux réluctances sont en série, donc ça c'est la réluctance équivalente, qui est la somme de la réluctance RE plus R. Donc, la force magnétomotrice NI égale à R équivalent, égale à, multiplie phi, égale à RE plus R égale à phi. Donc, je déduis le flux qui est NI, et je divise par la réluctance RE, qui est égale à L moins E sur mu S, et la réluctance RE plutôt qui est égale à E sur mu 0 S, et la réluctance R qui est N moins E sur mu S. La question 5 on demande de déterminer le champ magnétique BE dans l'entrefer et de montrer qu'il s'écrit sous la forme mu 0 un coefficient A sur E plus B, c'est-à-dire de l'écrire sous cette forme en précisant la valeur de A et la valeur de B. J'ai rajouté ici le vecteur U-θ, puisqu'on a écrit B en vecteur. Donc si je l'écris en vecteur, c'est ce terme-là, hein, donc qui est le module porté par la direction U-θ. Bien, on a déterminé, donc il n'y a pas de fuite magnétique, donc le flux c'est B l'intérieur de l'entrefer, il est de section S, donc c'est S, et le flux qu'on a calculé c'est NI sur N-E sur mu S plus E sur mu 0S. On a déduit le champ magnétique dans l'entrefer en divisant le flux par la section de l'entrefer. Donc on va mettre le mu 0 donc en facteur. Donc si je le mets en facteur, par conséquent, donc il va être ici donc multiplié par NI. On va avoir E mu 0 sur mu donne la perméabilité relative. Donc par conséquent, donc le petit a ça va être égal à NI, et petit b c'est le terme L-E sur mu R. Je passe à l'exercice 2. Donc, on a un circuit magnétique représenté donc sur cette figure, sur lequel sont bobinés deux enroulements. Donc j'ai le premier enroulement qui est un enroulement de N1 spire et un second enroulement qui est de N2 spire. Les réluctances, donc ici de cette portion du milieu magnétique ou du milieu ferromagnétique, réluctance R1, j'ai une réluctance qui est une réluctance de fuite si vous voulez, de perte qui est la réluctance R3, et j'ai une réluctance qui contient cette portion du milieu ferromagnétique qui est égale à R2. Donc le tronçon 3, hein, celui-là, donc représente les fuites, ce que je viens de dire. Hein, donc les fuites correspondant au bobinage 1, c'est-à-dire un ensemble de trajets de lignes, de champs traversant, mais pas l'autre. Hein. Donc il traverse ce bobinage, mais ne traverse pas l'autre. Donc il y a une fuite de lignes de champ. D'accord ? Il y a une fuite magnétique, si vous voulez, de flux magnétique. Là, les questions, donc question 1, représenter le schéma équivalent avec le circuit électrique, d'accord, donc je veux le schéma électrique équivalent du circuit magnétique, et je veux, la deuxième question, je veux écrire donc la relation liant phi 1, phi 2 et phi 3,
d'accord, les flux dont le flux Φ1, le flux Φ3 qui traverse la réluctance R3 et le flux Φ2 qui traverse la réluctance R2. Bien, voilà, donc ça c'est le schéma du circuit magnétique et ça c'est le schéma équivalent électrique du circuit magnétique. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici donc j'ai une FMM, donc une force magnétomotrice que je représente par E1. Le flux c'est Φ1, la réluctance R1 traversée par Φ1, la réluctance R3 qui est traversée par Φ3 et la réluctance R2 là qui est traversée par Φ2, d'accord? Donc les flèches qu'on a représentées ici, ce sont les différences de potentiel magnétique, d'accord, qui sont équivalents d'ailleurs aux différences de potentiel électrique. Bien, donc quelle est la relation entre le flux Φ1, Φ2 et Φ3? Donc ici sur le circuit, vous voyez que j'ai un nœud, d'accord? Donc, je peux écrire la loi des nœuds. Donc, la loi des nœuds correspond, j'ai rectifié au niveau des indices. Donc, ici, le flux Φ1. Le flux Φ1, donc c'est le flux Φ2 plus le flux Φ3. Attention, je vous fais rappeler que la loi des nœuds, c'est que c'est la somme des flux qui arrivent sur le nœud égale à 0. Mais on a noté ici, nous, Φ2, qui va dans ce sens, et Φ2 qui va dans ce sens. Et voilà, vous voyez là, donc dans le schéma, Φ2 va dans ce sens, et donc il n'arrive pas, donc le flux qui arrive, c'est moins Φ2. Et là, donc le flux Φ3 va dans ce sens, donc le flux qui arrive sur le nœud, c'est moins Φ3. Donc par conséquent, si j'écris la loi des nœuds, au niveau de là, j'écrirai donc Φ1 moins Φ2 moins Φ3 égale à 0, qui donnerait donc Φ1 égale à Φ2 plus Φ3. Alors, donc faites attention au niveau de l'application des relations, donc des relations au niveau des nœuds et aussi au niveau des mailles. Donc je vous fais remarquer aussi ici, donc j'ai une maille, donc j'ai la loi des mailles. Donc je peux écrire ici donc la loi des mailles. Donc j'ai une maille, donc cette maille là, je l'oriente, d'accord, positivement dans le sens de la FMM, c'est-à-dire dans le sens de Φ1, et puis j'écris la loi des mailles ici. Je peux aussi écrire donc la loi de maille là. J'ai une troisième maille qui est la maille, disons cette grande maille. Donc je peux aussi donc écrire la loi des mailles comme si je travaille dans l'électrocinétique avec les résistances et les forces électromotrices. Bien. Donc, question 3 dit que, en considérant que le bobinage 2 est ouvert, donc si le bobinage 2 est ouvert, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant I2. Donc, s'il n'y a pas de courant I2, il n'y a pas de force magnétomotrice, donc ici. D'accord? Calculer les flux. Donc, les flux Φ1, plutôt le flux Φ2 et le flux Φ3. Voilà, donc le schéma que je vais avoir, j'ai un seul bobinage, on a enlevé le second bobinage, donc j'ai quoi? Donc j'ai une FMM qui est toujours E1, qui est égale à NI, donc si je note le courant I, et avec N spire, la réluctance R1, la réluctance R2, la réluctance et la réluctance R3. La réluctance R2 et la réluctance R3 sont en parallèle. Je rectifie ici donc au niveau des indices. Donc la réluctance R1 est en série avec les deux réluctances R2 et R3 qui sont en parallèle. Donc la réluctance équivalente du circuit, ça va être donc R1 plus R2 R3 divisé par R2 R3. J'ai un nœud ici, donc ça, le flux Φ1, il est égal à Φ2 plus Φ3. Donc remarquez bien le sens du flux Φ2 et le sens du flux Φ3. D'accord? Donc Φ1 ici il est égal à Φ2 plus Φ3. Si je veux écrire la loi des nœuds, il faut que les flux arrivent vers le nœud et que la somme de tous les flux qui arrivent vers le nœud, comme pour les courants, la somme des courants
vers le nœud, ça va être égal à 0. Donc j'écrirai donc phi1 moins phi2 moins phi3 qui serait égal à 0, qui donnerait phi1 plus phi2 et phi1 égale à phi2 plus phi3. La loi des mailles, donc j'ai une maille qui est là, hein, donc je vais l'orienter. Donc je vais avoir R2 phi2, ça c'est la différence de potentiel magnétique qui est R2 phi2, hein, qui est égal à R3 phi3, d'accord, donc au niveau de cette maille. Si j'écris au niveau de, disons, au niveau de cette maille-là, hein, donc j'ai la FMM, d'accord, la FMM qui est égale, donc si, bon, la FMM qui est E1 moins R1 phi 1 moins R2 phi 2 égale à 0. Donc, ça donne la FMM qui est NI est égale à R1 phi 1 plus R2 phi 2 ou, qui est aussi donc égal à R équivalent que multiplie phi 1. Donc si je prends le R équivalent de toutes les réluctances, hein, donc R1 en parallèle, en série avec R2 et R3 qui sont en parallèle. Donc par conséquent, donc j'en déduis donc phi 1 d'après la relation 4, c'est que E1 qui est NI, hein, donc E1 qui est égal à R1 plus E1 divisé par R1 plus R2 plus, fois R3 divisé par R2 R3. Donc cette expression, donc je mets le même dénominateur, donc R2 plus R3 va être multiplié par R1, ça donne R1 R2 R1 R3 et le plus R2 R3 et le R2 plus R3, donc il est au numérateur, donc R2 plus R3 et on multiplie par la force magnétomotrice qui est N1I1, hein, d'accord, donc je corrige ici, donc N1. Donc E1, on a la force notée E1, c'est N1I1, on a N inspire parcouru dans cet exercice, donc c'est N inspire parcouru par le courant I. On a un diviseur de courant, donc phi2, ça va être la réluctance R3, qui est parallèle à R2, donc divisé par R2 plus R3 qui multiplie le phi 1. Et on remplace phi 1 par son expression, donc ça donne le résultat N1I1, N1I1, R3, le terme R2 plus R3 va se simplifier, et il nous reste donc le dénominateur qui est R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. De même pour phi 3, donc ça va être R2, qui lui est parallèle, donc parallèle à R3, divisé par R2 plus R3, phi 1, on remplace et on trouve le résultat suivant, N1I1, R2 est divisé par R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. D'accord? Donc ici on a utilisé le diviseur de courant. La question 4, calculer l'expression de l'inductance mutuelle du bobinage 1 sur le bobinage 2. D'accord, donc on rajoute le bobinage maintenant dans cette question là. Donc avant, donc on avait comment dire, le bobinage était ouvert, hein, donc à partir de la question 3. Donc ici la question 4, le bobinage maintenant donc il est fermé, donc j'ai un courant I2 qui traverse le bobinage 2. D'accord, et on veut calculer l'inductance mutuelle entre le bobinage 1 et le bobinage 2. Donc l'inductance mutuelle du bobinage 1 sur le bobinage 2, ça va être donc le flux qui traverse le bobinage 2, d'accord, divisé par le courant qui traverse le bobinage 1. D'accord, donc ça c'est la définition, si vous voulez, de l'inductance mutuelle. Donc ça va être le flux, c'est N2 phi 2, je divise par N1, je remplace phi 2 par son expression. Donc le I1 va se simplifier, donc je vais avoir N1, N2, R3, la réluctance R3 divisé par le rapport R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. La cinquième question, on demande de calculer l'inductance de fuite qui représente le facteur de proportionnalité entre le flux phi3, hein, donc le flux phi3, et le courant I1, hein, le courant
qui traverse le bobinage 1. Donc le flux, ça va être le flux CFI3 qui traverse, disons, j'ai un spire, hein, donc c'est le flux Phi3, c'est le flux, la perte de flux à travers chaque spire. Donc on a une spire, donc c'est N1 Phi3 divisé par I1, d'accord? Donc en remplaçant Phi3 par son expression, je vais avoir le I1 va se simplifier, hein, donc j'ai I1 qui se simplifie. N1 que multiplie N1, ça donne N1 au carré, et puis ce terme-là, comment dire, Phi3. Donc j'ai ici R2 et non pas R3, hein, donc R2, j'ai rectifié, donc c'est R2 divisé par R1, R2, R1, R3, plus R2, R3. Donc ce terme-là qui ne change pas. L'exercice 3, donc il est extrait du contrôle de 2018. Donc j'ai un électron aimant, représenté donc dans ce schéma-là, composé d'un noyau ferromagnétique, voilà, ouvert, c'est-à-dire j'ai un entrefer. Sa perméabilité c'est μr et sa longueur c'est LF. Hein, d'accord? Donc ça c'est la longueur du ferromagnétique qui est de section S. L'entrefer il est rempli d'air, sa longueur c'est LE et sa perméabilité donc est remplie d'air, donc c'est la perméabilité de l'air qui est celle du vide qui est μ0. Bon, le noyau ferromagnétique est enlacé par N spire, hein, donc j'ai N spire avec un courant qui parcourt les spires dans ce sens, donc le champ magnétique est dirigé vers le haut, donc le flux est dans ce sens-là, d'accord? Hein, donc le flux est dans ce sens. La partie 1, on considère que l'épaisseur LE, donc l'épaisseur LE, ça veut dire c'est la longueur de l'entrefer, est suffisamment faible pour négliger les effets de bord. Donc négliger les effets de bord, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite magnétique, d'accord? Donc la question, rappelez l'expression de la réluctance R et déterminez son unité en justifiant votre réponse. Deuxième question, représentez le schéma électrique équivalent en indiquant l'équivalence entre les grandeurs électriques et magnétiques, puis déterminer l'expression du flux, notre RF, RE respectivement, la réluctance du noyau ferromagnétique et de l'entrefer. D'accord ? Bon, ce sont des questions de cours, hein. Bon, c'est un contrôle, hein, donc c'est des questions de cours. La définition de R, c'est l'intégrale de dl sur mu s. Donc R, donc c'est la longueur divisée par mu s. Bon, mu, c'est mu0 que multiplie mu R. Là, c'est une définition, donc c'est la définition de la réluctance, c'est une définition générale, hein, d'accord? Donc, L, c'est la longueur du circuit magnétique divisé pour un circuit qui serait de longueur L, d'accord? Donc, ça ne correspond pas à l'exercice, hein, d'accord? Donc, ça, c'est une définition générale. On demande la dimension, donc la dimension de R, c'est la dimension de L divisé par la dimension de mu multiplié S. L, donc, c'est des mètres. Mu, c'est la perméabilité, donc c'est Henri mètre moins 1, et la surface, c'est mètre carré. Donc, ça se simplifie, mètre moins 1 avec mètre carré, donc c'est mètre, mètre avec mètre se simplifie, donc il nous reste 1 sur H qui est H moins 1. Donc, la réluctance a la dimension de l'Henri moins 1. Maintenant, pour la schématisation au niveau du problème, j'ai une FMM. Donc j'ai une FMM qui est égale à NI. J'ai un spire parcouru par le courant I. La réluctance de l'entrefer, la réluctance de la matière magnétique, du ferromagnétique, on a notre RF. On a, comment dire, on n'a pas de fuite au niveau de l'entrefer, donc le flux traverse l'entrefer. Complètement, il n'y a pas de fuite, donc la réluctance RF elle est en série avec la réluctance RE. L'équivalence, on a dit de donner les équivalences entre les grandeurs électriques et magnétiques. Donc la force magnétomotrice elle est équivalente à la force électromotrice. La réluctance
elle est équivalente à la résistance, et le flux, il est équivalent au courant électrique. J'écris la loi d'Hopkinson, qui est la force magnétomotrice égale à R équivalent que multiplie phi. La force, c'est NI, la force magnétomotrice. La réluctance équivalente, G, RF, hein, je rectifie donc RF, qui est en série, donc RF en série avec RE. Donc la réluctance équivalente, c'est RE plus RF. Avec RE qui va être la longueur du ferromagnétique, divisé par mu qui est mu 0 qui multiplie mu R, divisé par la section qui est S. La réluctance de l'entrefer, ça va être la longueur dans l'entrefer, donc c'est là, donc la longueur dans l'entrefer, divisé par la perméabilité, ici la perméabilité c'est mu 0 qui multiplie S puisque j'ai la même section. Bon, donc ceci me permet d'en déduire, donc à partir de la relation d'Hopkinson, c'est que phi va être la force magnétomotrice qui est NI, donc je remplace, et je divise par la réluctance équivalente qui est RF, qui est LF sur mu 0 mu RS, et RE qui est LE mu 0S, donc LE sur mu 0S, donc mu 0 et S on peut le comment dire, passe au numérateur, donc c'est mu 0 NI que multiplie S, et il reste LE plus la longueur LF dans le ferromagnétique divisé par sa perméabilité relative. Déduire, la troisième question, on demande d'en déduire, c'est des rapports de relations précédentes, le champ magnétique dans l'entrefer ainsi que les excitations magnétiques HF dans le ferromagnétique et HE qui est dans l'entrefer. Puisqu'il n'y a pas de fuite, on a supposé qu'il n'y a pas de fuite. Le flux, ça va être B, le flux dans le milieu ferromagnétique, c'est BF que multiplie S, qui est égal à BE que multiplie S, le flux dans l'entrefer. D'accord? Donc, et phi, on a trouvé dans la question précédente, qui est mu 0 NIS, d'accord? Divisé par LE, la longueur dans l'entrefer, divisé par la longueur du ferromagnétique, divisé par sa perméabilité relative. Donc, j'en déduis que BE, bien remarquer que BE, si je simplifie par S, c'est que j'ai BE égale à BF. Le champ magnétique dans l'entrefer, il est égal au champ magnétique dans le ferromagnétique. Et qui est égal au flux, au flux qui est calculé, divisé par S. Donc je prends l'expression du flux, donc S qui est au numérateur se simplifie, et on a mu 0 NI divisé par LE, LF divisé par la perméabilité relative mu R. Les excitations dans l'entrefer, donc G dans l'entrefer, l'excitation c'est le champ magnétique divisé par mu 0, donc mu 0 se simplifie, donc j'ai l'excitation magnétique qui est NI, LE, LF sur mu R. L'excitation magnétique dans le ferromagnétique, on la note HF, donc c'est le champ magnétique dans le ferromagnétique divisé par la perméabilité mu. Et la perméabilité mu, c'est mu 0 qui multiplie la perméabilité relative. Donc le mu 0, donc ça s'écrit donc BE sur mu 0, donc ça s'écrit HE divisé par R, d'accord? Donc HE divisé par R, divisé par mu R, donc à l'excitation magnétique dans l'entrefer, on a trouvé NI divisé par LE mu LF sur mu R. Si je divise par mu R, donc il simplifie, ça se simplifie ici, le mu R se simplifie, donc je trouve LF, et mu R est multiplié par LE. Question 4, on demande d'exprimer le flux magnétique propre et l'inductance propre de l'enroulement. Donc le flux qu'on a calculé, c'est le flux qui traverse donc le bobinage, donc qui est de N spire, donc le flux propre du bobinage de l'enroulement entier, c'est N spire que multiplie le flux à travers chaque spire, donc c'est N que multiplie phi.
Donc je remplace phi ici par son expression. Donc le n qui est là, donc il y a un n dans l'expression de phi, donc ça donne un n au carré. D'accord? Donc, et puis on peut mettre au même dénominateur le mu r. Donc mu r va être multiplié par LE ici, donc il passe au numérateur. Maintenant, l'inductance propre, par définition, c'est le flux propre divisé par le courant qui traverse le bobinage. Donc, je prends le flux propre, donc j'ai I ici qui est au numérateur, se simplifie avec le I qui est au dénominateur, donc il me reste mu 0, mu R, n au carré, S, la longueur dans l'entrefer qui est LF, mu R, que multiplie la longueur LE dans l'entrefer. Dans la question 5, on demande d'en déduire, c'est-à-dire à partir de l'inductance, l'énergie magnétique de l'électroaimant. Et dans la question 6, on demande de refaire le calcul de l'énergie magnétique, mais en utilisant la densité volumique d'énergie. Donc la densité volumique d'énergie qui est, comme on l'a déterminé, on l'a démontré dans le cours, c'est 1,5 H scalaire B. Ça, c'est une densité volumique. Si je veux l'énergie magnétique, il faut que j'intègre la densité sur le volume le volume disons de la matière entière. Pour la question 5, il suffit de se rappeler de l'énergie magnétique d'une self qui est le bobinage. Donc j'ai l'inductance propre, donc qui est la self, donc L. Donc l'énergie c'est 1,5 LI au carré. D'accord? Donc on a déjà déterminé L. L c'est mu 0 mu R n carré S LF mu R. Donc mu R LE que je remplace avec le 1,5. Donc j'ai I au carré, donc I au carré. Donc ça c'est l'énergie magnétique de l'électroaimant. Maintenant, si je suppose que le noyau et l'entrefer sont des milieux linéaires homogènes isotropes avec une densité qui est 1,5 HB. L'énergie, donc s'écrit surtout le circuit magnétique, donc elle s'écrit l'intégrale de la densité magnétique multipliée de taux sur tout le circuit magnétique. Donc je le décompose et je remplace la densité par son expression. Dans le ferromagnétique, je la note 1,5 HF scalaire BF. Donc intégrale sur le ferromagnétique plus l'intégrale dans l'entrefer qui est 1,5 HEBE qui multiplie de taux. Donc on remplace. Puisque j'ai supposé qu'il est linéaire, B c'est mu que multiplie H et mu c'est mu 0 mu R, d'accord? Et là BE je suis dans l'entrefer l'imperméabilité mu 0, donc ça donne BE c'est mu 0 HE, donc mu 0, donc HE que multiplie HE me donne H au carré. Donc le mu 0, je peux le mettre, mu 0 sur 2, je peux le mettre en facteur. Et j'ai l'intégrale de mu R HF au carré des taux dans le ferromagnétique. Et l'intégrale dans l'entrefer, c'est HE au carré des taux. Hein, d'accord? On a mis le mu 0 sur 2, il est déjà en facteur. Hein, donc je l'ai simplifié ici, je l'ai mis en facteur. Donc par conséquent, je vais avoir donc cette intégrale, H est le même, surtout le HF est le même, donc je le sors et il me reste, je sors mu R et HR et je vais avoir le volume du ferromagnétique. Le ferromagnétique, il a une section S et une longueur LF. Donc le volume, c'est la section que multiplie le longueur, hein, parce que c'est un tore, d'accord? Donc le tore, il est de forme torique. Donc le volume, c'est la section que multiplie la longueur, d'accord? La longueur moyenne. De même ici pour l'entrefer, donc HE donc sort, il est constant, hein, d'accord? Donc dans l'entrefer, que multiplie, donc il me reste l'intégrale de d taux dans l'entrefer qui est le volume. Donc c'est la section, ils ont la même section S que multiplie la longueur dans l'entrefer. Donc je vois que je peux mettre le S aussi ici en facteur. Donc il me reste, donc ça s'écrit S mu 0 sur 2 et mu R HF au carré que multiplie LF, la longueur dans l'entrefer, plus HE au carré que multiplie LE qui est la longueur
longueur dans qui est la longueur, ça c'est la longueur LF, c'est la longueur dans le ferromagnétique, et LE c'est la longueur dans l'entrefer. D'accord? On a déterminé précédemment donc l'excitation magnétique dans le ferromagnétique, on avait trouvé Ni sur Lf plus mu R Le, et dans le He qui s'écrivait mu RNI Lf plus mu R Le, d'accord, qu'on remplace. D'accord, donc je remplace HF par son expression, celle-ci, elle est au carré, et HE par son expression, donc mu RNI sur LF plus mu RLE, il est au carré et multiplié par LE. D'accord? Donc j'ai S mu 0, donc le mu R il est là et là dans cette expression, donc je peux le mettre en facteur, donc ça fait mu R, et comment dire, le Ni LF plus mu R LE, Ni LF donc peut être aussi en facteur, donc il est au carré, donc il va nous rester ici dans cette première expression la longueur LF, donc la longueur LF, et plus, donc ici c'était mu R au carré, on a mis mu R en facteur, donc il reste mu R LE qui multiplie Ni sur LF plus mu R LE qui est au carré, d'accord? Donc conclusion, donc l'énergie c'est 1/2 S mu 0 mu R, N au carré, I au carré, et puis LF plus mu R LE, ici il est au numérateur et au dénominateur il est au carré. Donc ça se simplifie et il reste LF plus mu R, LF plus mu R, disons, plus mu R LE. D'accord, qu'on compare à l'expression précédente qui est la même. Hein, d'accord, donc vous voyez là, donc S, I au carré, N au carré mu 0. Hein, je vous montre. Mu 0, N au carré, mu 0, mu R, qui est la même expression calculée, donc l'énergie magnétique de l'électroaimant calculée de deux manières différentes. Je passe à la partie 2. Donc dans la partie 2, on suppose que les effets de bord, au niveau de l'entrefer, donc au niveau de l'entrefer, sont équivalentes à des pertes magnétiques. Hein, donc il y a des pertes magnétiques au niveau de l'entrefer. Bien, on va supposer que ces pertes sont équivalentes à des pertes magnétiques à travers une portion du même ferromagnétique de section S et de longueur LP. C'est comme si les pertes donc traversaient une longueur LP du ferromagnétique et de longueur LP de section S, donc du ferromagnétique, donc de perméabilité mu. La réluctance, d'ailleurs, on la note, la réluctance de perte, on la note RP. Première question, représenter de nouveau le schéma électrique équivalent à ce circuit magnétique. D'accord, et de calculer le flux dans l'entrefer. D'accord, deuxième question, de calculer le flux dans l'entrefer. Pour le schéma électrique, donc j'ai la réluctance du ferromagnétique. Donc il y a une perte, donc la réluctance de perte est notée RP, elle est parallèle avec, donc la perte se fait au niveau de l'entrefer, donc la réluctance de perte elle est parallèle avec la réluctance dans l'entrefer. Donc on note phi, donc le flux qui traverse la réluctance RF, phi E, le flux qui traverse la réluctance RE, et phi P, le flux qui traverse RP. Bon, on veut calculer le flux dans l'entrefer. Donc, j'ai quoi? D'accord? C'est ce qu'on demande. Exprimer le flux en fonction de NI, RF, RE et RP. La réluctance, donc équivalente du circuit, j'ai RF qui est en parallèle avec RE, qui est en RF, qui est en série avec RE et RP qui est en parallèle. Donc, la réluctance équivalente, c'est RF plus RE que multiplie RP divisé par RE que multiplie RP. J'ai aussi la loi des nœuds qui s'écrit phi est égal à phi E plus phi P. Donc je vous fais remarquer le sens des flux qui sortent du nœud. D'accord? Donc sortent du nœud et phi qui arrive vers le nœud. Donc phi égale à phi E plus phi P. La loi des mailles. Donc je peux écrire au niveau de cette première maille. Donc ici la différence de potentiel magnétique qui est RE phi E est égale à RP phi P. D'accord?
et je peux écrire donc la loi des mailles en utilisant R équivalent qui est E, hein, d'accord, la force magnétomotrice qui est NI égale à R équivalent plus phi avec R équivalent qui est donné par la relation 1. Donc le flux, ça va être NI divisé par R équivalent, d'accord? Donc E sur R équivalent. Donc E, c'est NI, et R équivalent, donc on a dit RF plus RE, RP divisé par RE plus RP, hein, qu'on a replacé ici. Donc on met au même dénominateur RE plus RP, donc qui passe au numérateur, donc RE plus RP divisé par le produit RF, RE, RF, RP, et puis ce terme-là qui est RE, RP. Bien, on a un diviseur de flux qui est un diviseur de courant, donc équivalent au diviseur de courant, comme je l'ai précisé tout à l'heure dans les exercices précédents. Donc, le flux à travers disons l'entrefer, ça va être la réluctance de fuite RP divisé parce qu'il est en RP, il est en parallèle avec RE. D'accord? Donc je prends la réluctance RP divisé par RE plus RP que multiplie phi. Phi je remplace par son expression, donc NI RP divisé par le dénominateur et RE plus RP, donc il est au numérateur et il est là au dénominateur qui va se simplifier, donc le résultat c'est le suivant, donc NI RP sur RF plus RF RE plus RF RP plus RE RP. Troisième question, la dernière de cet exercice, donc la partie du flux qui passe dans le milieu ambiant au lieu de passer dans la partie utile, hein, donc ici donc le flux de perte est appelé flux de fuite, hein, donc flux de perte ou flux de fuite, nous noté phi p. Le flux total s'écrit comme la somme du flux utile dans le circuit et du flux de fuite. D'accord? Donc phi, on va l'écrire phi utile plus phi p qui est le flux de fuite. Ce qu'on demande, c'est de calculer le coefficient d'Hopkinson qui est le rapport du flux total par le flux utile comme c'est défini dans le cours. Bon, je définis donc le coefficient d'Hopkinson qui est le flux total sur le flux utile. Le flux total dans cet exercice c'est phi. Le flux utile c'est celui qui traverse l'entrefer et non pas, donc c'est pas le flux de perte, donc c'est le flux utile, phi e. Et donc d'après la relation précédente, donc phi divisé par phi e, ça serait R E que multiplie RP divisé par la réluctance de perte. Donc je simplifie RP par RP, donc ça donne 1, donc il me reste la réluctance dans l'entrefer divisé par la réluctance de perte. Donc la réluctance dans l'entrefer, donc c'est la longueur de l'entrefer, il est de perméabilité, l'entrefer est vide, il est rempli d'air, donc c'est la perméabilité mu0 que multiplie S. Et la réluctance de perte, donc la longueur, on a dit que c'est LP, qui serait dans c'est des pertes dans une portion de longueur LP du ferromagnétique de même section, d'accord, de même section. Donc le ferromagnétique, donc il avait une perméabilité mu0 mu R, la section CS, donc la réluctance de perte c'est LP divisé par mu0 mu R S. Bien, donc le coefficient d'Hopkinson, je fais le rapport RE sur RP, donc c'est 1 plus le rapport RE, hein, LE mu0S divisé par le rapport RP. D'accord? Donc mu0S se simplifie, donc il me reste LE sur LP mu R, et le mu R passe au numérateur, donc le coefficient d'Hopkinson c'est 1 plus mu R LP sur LE plutôt, la longueur dans l'entrefer, divisé par la longueur dans du disons dans la longueur de perte, d'accord, dans la longueur de perte. Donc on voit bien ici, donc ce terme-là, donc il est positif, on voit bien que le coefficient, bien remarqué que le coefficient d'Hopkinson il est toujours donc supérieur à